Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans cette spéciale design de version française, c'est à Poissy, dans les Yvelines, que Le Corbusier a installé la Villa Savoie, découverte sous le signe de la modernité. Le duo de designers Nuit-Driaz transforme la lumière en parure pour les intérieurs grâce à leurs expérimentations autour du laiton. À travers un clip rétro, la créatrice Marine Serre expose une collection sur fond de campagne et de vie quotidienne. Lumière à tous les étages avec Alexis D'Andréis. Entre artiste, artisan et chimiste, il nous en dit plus sur son savoir-faire de néoniste. Si on vous dit bouée homard, toutou gonflable et roi soleil, vous répondez Jeff Koons à Versailles. L'artiste américain roi du kitsch a en effet investi les lieux en 2008 pour une exposition controversée. En réponse à cette programmation audacieuse, certains organisent même des manifestations à l'entrée du château, la qualifiant d'invasion du patrimoine français par l'art contemporain. Et pourtant, la folie des grandeurs de Louis XIV et l'artiste le plus cher du monde n'aurait-il pas quelques points communs ? À travers un panorama de 250 objets et meubles emblématiques, Agata Toromanov nous montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour apprécier le design. Mobilier incontournable, jouets ultra épurés ou déco colorée, c'est dès le berceau qu'on biberonne les enfants aux intérieurs stylés. Des designers comme Javier Mariscal, Alessandro Mendini ou encore Marcel Wanders se mettent dans la peau des plus petits pour inventer des intérieurs ludiques et inspirants. Comme ça, plus d'excuses pour squatter le lit des parents. L'architecte et designer italien Ettore Sottsass a certainement marqué le XXe siècle. Il s'illustre notamment dans une collection de totems colorés qui témoignent de son génie créatif. Ces grandes sculptures éditées par Memphis s'inspirent directement de l'art africain. Ils superposent, détournent et chamboulent l'univers du vase. Ils prennent alors place aussi bien sur les tables que dans les salons. Ils jouent aussi avec la tradition des menhirs et des cairns, réveillant chez le spectateur une part d'histoire de design. La Villa Savoie de l'architecte Le Corbusier a connu plusieurs vies. Elle livre désormais ses souvenirs au public pour notre plus grand plaisir. Le Corbusier disait que l'architecture, c'est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Érigée à Poissy, en banlieue parisienne, la Villa Savoie est l'aboutissement de la série des villas puristes du célèbre architecte. Conçue entre 1928 et 1931, avec son collègue Pierre Jeanneret, elle répond à la commande du couple Savoie. Le Corbusier est tout à fait conscient du caractère exceptionnel de l'architecture de la Villa Savoie au moment même où il l'a construit. Monsieur et Madame Savoie lui laissent une grande liberté. Le Corbusier écrit sur ses commanditaires et il précise ce sont des clients sans idées préconçues, ni anciens ni modernes. C'est ce qui lui permettra de réaliser cette demeure devenue iconique et qui est désormais visitable. En effet, la Villa Savoie incarne les grands principes de l'architecture moderne théorisés par Le Corbusier, des pilotis aux toits-terrasses en passant par les fenêtres en bandeaux. L'architecte a souhaité que cette œuvre s'apprécie en mouvement. Et il dessine donc une promenade architecturale qui débute par une allée gravillonnée entourant la maison. Au-delà de l'onirisme que représente la promenade architecturale, bien sûr, chez Le Corbusier, le fonctionnalisme est toujours présent. Cette promenade architecturale va permettre, notamment à une automobile, de passer sous les pilotis, de déposer les habitants devant le hall d'entrée, puis de ranger l'automobile dans le garage avec les parois coulissantes qui ont été conçues pour cet usage. Un usage moderne, cher à Le Corbusier, qui dans toutes ses constructions s'attache à réfléchir à la fonction et à proposer des solutions sur les usages caractéristiques de son époque. Dans le hall de la villa, le visiteur découvre un escalier hélicoïdal très graphique qui était destiné au personnel de maison. La promenade architecturale, elle, se poursuit le long d'une rampe en pente douce qui mène aux étages. La rampe permet de relier. La rampe permet de ne pas regarder ses pieds et de profiter de ce que l'on voit. Elle guide aussi, l'air de rien, le visiteur dans les espaces supérieurs.
La suite parentale, comprenant une surprenante salle de bain ouverte, illustre totalement la liberté créative permise à Le Corbusier par ses commanditaires. Avoir une baignoire ouverte dans sa chambre n'est évidemment pas quelque chose d'usuel à cette époque-là. On y voit bien sûr l'allusion à l'esthétique du hammam et la découverte en fait, qu'en a faite Le Corbusier lors de ses voyages en Orient. C'est un peu surprenant pour une maison bourgeoise en Normandie. La présence des lanterneaux gorge la pièce de lumière, mais elle pose aussi des problèmes d'étanchéité qui incarnent le décalage entre les ambitions avant-gardistes de Le Corbusier et les possibilités de réalisation de l'époque. On a des témoignages de la correspondance de Madame Savoie se plaignant auprès de l'architecte du fait que non seulement cela fait beaucoup de bruit quand il pleut, mais qu'il pleut dans sa salle de bain. Et ça, c'est malheureusement une partie récurrente des relations entre Madame Savoie et Le Corbusier après la livraison de la maison, où elle va être difficilement habitable parce que l'étanchéité du toit-terrasse est complexe à mettre en œuvre à cette période-là. Mais le toit-terrasse ne sert pas uniquement à distribuer de la lumière dans la maison. Le principe du toit-terrasse ou du jardin-terrasse est important dans l'architecture de Le Corbusier puisqu'elle révèle aussi son rapport à la nature dont on va profiter à partir du moment où elle est un peu domestiquée. Le jardin ne sera salubre que s'il est constitué de dalles à l'intérieur desquelles on laisse des interstices pour pouvoir laisser pousser un petit peu d'herbe. En quelques décennies, cette maison d'exception connaît plusieurs existences. Occupée par les Allemands, puis par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, la propriété devient ensuite une exploitation agricole, puis une maison de la jeunesse et de la culture. En 1965, elle est finalement classée monument historique, et c'est l'un des rares édifices à obtenir cette reconnaissance du vivant de son auteur. Jennifer et Malo composent le duo Midriaz. Ils font rimer technicité et beauté en travaillant le laiton. Ce sont nos invités du jour. Le style Midriaz, c'est la souplesse dans le métal et cet effet aussi de rester naturel avec le laiton en fait. J'ajouterais la légèreté, la finesse, la sensation d'apesanteur des fois. À la tête de Midriaz, un studio de création spécialisé dans les luminaires et le mobilier en laiton, Jennifer Meadows et Malo du Bouetiez forment un duo artistique où élégance et équilibre sont mis à l'honneur. Cet univers de formes souples et métalliques séduit depuis 2011 les designers et les plus grandes maisons de luxe par son travail inépuisable sur le laiton entre jeu de texture et de contraste. Tout l'intérêt de ce métal, c'est que structurellement, il apporte beaucoup de possibilités, puisqu'on peut faire des choses à la fois très lourdes et très légères à partir de ce métal. Et surtout, il offre des possibilités de finition quasi infinies, autant sur la couleur que son aspect de surface. Comme cette technique de satiner aux airs de marqueterie de paille et aux reflets irisés. C'est un effet d'optique en fait sur la matière. C'est quelque chose qui me fait penser un peu aux hologrammes et qui bouge en fait en fonction de la lumière et du point de vue du regardeur. Ça prend pas mal de temps, il faut que ça soit vraiment parfait pour que l'effet soit saisissant. Composition solaire, végétale ou géométrique, c'est en testant continuellement les propriétés de cette matière que Malo et Jennifer ont su faire évoluer leur création vers des formes surprenantes. Comme ces pétales dont les ondulations aériennes sont apparues en chauffant ce métal malléable. On choisit une épaisseur très particulière qui est là 1,5 mm pour avoir en fait ces ondulations mais veloutées en même temps en fait, sans cassure. Et donc du coup on va donner une forme à la flamme pour qu'à la fin en fait cette forme devienne comme un pétale qui serait en train de tomber. Donc des formes très aléatoires et assez légères. Là, quand on fait ça, vraiment le métal il fait ce qu'il veut et par la suite par la forme qu'il nous donne, nous, on dialogue avec lui ensuite. Un dialogue permanent avec le laiton, mais aussi d'autres matières qui se marient avec ce métal à la perfection. Il se mélange très bien avec d'autres matières nobles, le verre, la céramique, le marbre, le bois. Céramique et verre, c'est vraiment le bon match avec le laiton. Ouais. La céramique aussi, ça a un aspect soyeux. En fait, on arrive à des choses assez gourmandes. Voilà, il y a quelque chose qui marche en fait dans les contrastes de matière.
Un contraste de matière que l'on peut admirer sur le modèle Glaïeul, une suspension aux différents modules de fine porcelaine, moulée et gravée par Johan, le céramiste de l'atelier. Le fait qu'on ait choisi comme matériau la porcelaine, c'est vraiment ça qui va amener la translucidité, ce qu'on ne va pas trouver en fait dans les autres céramiques comme la faïence ou le grès. Là, on va vraiment pouvoir couler des pièces très fines et en les cuisant à haute température, obtenir ce côté translucide qui va évidemment être très joli une fois éclairé. Travailler avec Midriaz, moi, ça me permet vraiment d'emmener cette porcelaine vers d'autres horizons. Comme là, on est clairement sur du mobilier, sur de la création de luminaires. Il y a une vraie place à la matière, à l'aléatoire, parfois même à l'accident où moi je vais faire des choses qui à la cuisson vont se déformer et Malo ou Jennifer vont trouver ça super. Recherche de formes avant-gardistes, de mélange des matières et de couleurs, les créations de Midriaz habillent élégamment l'espace et prennent une autre dimension lorsque la lumière s'allume. Dans la ligne même de l'objet, ça va être des formes très simples, donc des carrés qui flottent, etc. Et ensuite, la lumière est là vraiment pour habiller et montrer quelque chose de beaucoup plus complexe dans les réflexions et dans les réfractions de lumière. Et c'est vrai qu'on a des tonalités de lumineuses qui sont vraiment différentes entre ce faisceau qui vraiment est la lumière qui sort directement et tout cela qui vont être plus doux et plus jaunes, qui sont en fait la réfraction de tout ce qui se passe à l'intérieur. Et quand on s'approche même, on voit que la structure est bien plus complexe à l'intérieur. C'est un peu comme un système d'horlogerie. Donc Ouais. à la fin, la lumière dessine ce qui se passe à l'intérieur du cube. Une vraie quête d'harmonie subtile et complexe pour ces joailliers du luminaire et du design. Bonjour Jennifer, bonjour Malo. Bonjour. Tout a commencé au musée de l'histoire naturelle autour d'un crocodile de la préhistoire. C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, on s'est rencontrés en soclage. On devait socler en fait un crocodile préhistorique. Qui s'appelle le Sarcosuchus. Si vous, Jennifer, vous avez fait l'école Boulle et vous, Malo, les beaux-arts, il y a quand même cette passion en commun, c'est le laiton, le métal. Pas seulement, mais absolument, c'est notre cœur de métier. Et on s'est retrouvés, Jennifer et moi, autour du soclage qui se fait en laiton. Moi, personnellement, à Boulle, j'ai été spécialisée dans le travail d'objets non ferreux, donc en bronze. Et Malo aussi s'est spécialisé chez un créateur de luminaires. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, par le laiton. Mais aujourd'hui, on évolue vers d'autres matériaux. D'où vient le nom Midriaz? C'est le phénomène de dilatation de la pupille sous l'effet de l'obscurité ou du plaisir. On cherchait quelque chose qui résonne de manière un peu atemporelle. Donc la racine grecque nous intéressait aussi. Et puis on a changé l'orthographe parce que graphiquement ça marchait mieux, voilà, tout simplement. Votre première collection s'appelle Artefact. Racontez-nous cette toute première aventure. C'est donc à ce moment-là qu'on s'est vraiment rencontrés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dialoguer tous les deux. C'est un peu parti dans tous les sens. On s'est un peu cherché en fait à ce moment-là, Malo et moi, et on s'est rencontrés dans ces objets-là. Vous avez notamment dit, Jennifer, qu'il était important d'avoir une vraie signature, un style reconnaissable. En quoi est-ce qu'il consiste ce style? Alors chez nous, en fait, on a réussi à trouver vraiment une signature par le fait de la déformation du laiton à la flamme. Et on trouve que c'est une très belle façon de dialoguer avec le laiton. C'est-à-dire qu'en fait, on passe la flamme et le laiton fait ce qu'il veut, en fait. Et nous, on l'écoute. Et par rapport à ces formes qu'il prend, la création découle de ça. Ce qui est, je trouve, très, très intéressant dans vos créations, c'est qu'il y a un côté très organique, presque fluide du métal, ce qui est absolument contradictoire à sa matière. Les gens souvent imaginent, quand on dit « je travaille le métal », que ça va être rigide, très froid, très rigide, très dur. Et pour le coup, déjà le laiton en soi, à partir du moment où il est brossé ou s'il est poli, il a cette chaleur qui arrive. Mais c'est vrai que nous, par justement le fait de le faire dialoguer avec cette fluidité et ce mouvement d'ondulation, oui, il devient très chaleureux. Ouais. Vous avez deux rôles distincts ou absolument pas? Chacun fait ses propres créations? Chacun fait ses propres créations. On peut éventuellement dialoguer aussi autour de certaines d'entre elles. Après, on a des rôles distincts parce qu'on est aussi, on n'est pas seulement des créateurs, on est aussi gérants d'entreprise. Donc à ce niveau-là, par contre, on peut se distribuer les tâches de manière
complémentaires. Ce qui est important pour vous deux, en tout cas, c'est d'aller du début du processus, donc du dessin jusqu'à la fabrication, et de garder la mainmise sur la fabrication, c'est ça? Oui, oui, absolument. Je pense que c'est ce que nos clients recherchent. Et quand on leur dit toutes nos pièces partent de chez nous, ils se sentent un peu rassurés. Et c'est nécessaire pour nous, pour même la qualité même de notre travail. C'est très important. Alors vos clients sont pour la plupart dans le haut de gamme. Vous travaillez vraiment dans l'univers du luxe, dans la précision, dans quelque chose qui est extrêmement bien fini. Où est la place de l'imprévu, de l'accident, Justement, la déformation de la matière dont on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui arrive de manière aléatoire. Et en fait, on joue avec les propriétés du métal. La part d'accident, elle est plutôt dans le processus de création en amont qu'on essaye de maîtriser ensuite. En tout cas, la finition de notre métal, c'est extrêmement important. C'est ça qui fait la valeur de nos produits. S'il y avait un objet en commun qui vous caractérise, qui vous définit, ce serait lequel? Je pense que ce serait Mercure. C'est une création que Malo a développée, mais c'est de là qui est partie en fait la déformation du métal. Et ensuite, moi, j'ai fait d'autres créations par rapport à cette façon de faire. Et je pense que Mercure, ça a vraiment été c'est un déclencheur par rapport à... C'est là où on s'est trouvés, en fait. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je vous en prie, merci. Marine Serre présente sa collection Printemps-été 2022 dans un court-métrage qui sublime la vie rurale et en communauté. Et si la mode se réconciliait avec la réalité? C'est l'un de ses grands paradoxes. Elle se nourrit du monde et de l'actualité, reflète la société et son évolution, mais elle vit aussi à la marge, dans un espace souvent excluant. On lui reproche d'ailleurs sa posture élitiste et le refus de se mêler au commun des mortels, dont elle dépend pourtant en tout point de sa production à sa consommation. Marine Serre veut briser cette frontière. La créatrice française a présenté sa collection Printemps-été 2022 avec un court-métrage filmé dans un paysage rural, loin des podiums de la Fashion Week parisienne. Elle y a mis en scène une petite communauté affairée à ses activités quotidiennes, sublimée dans des tableaux poétiques où les vêtements prennent tout à coup une dimension intime. Hors de la frénésie citadine, le temps y est comme suspendu. On fait son yoga en plein air avant le lever du jour, dans des sous-vêtements en maille presque désuets. Les vieux napperons traditionnels et la broderie anglaise s'invitent dans le paysage et deviennent même des vêtements modernes. Adepte du recyclage et de l'upcycling, Marine Serre s'est illustrée avec une esthétique post-apocalyptique. Des collections souvent sombres et techniques qui parlent de marées noires, de villes irrespirables ou de planètes lointaines où les humains se seraient réfugiés après la fin du monde. Dans cette collection, on vit peut-être dans le passé ou dans un avenir désindustrialisé où l'on serait revenu à la terre et à des vêtements de survie construits avec les moyens du bord. Ici, tout évoque le travail à la main et le partage des tâches. La créatrice célèbre les gestes de la vie courante et transforme des objets du quotidien en bijoux. Elle coupe des jupes et des manteaux dans des torchons de cuisine ou des serviettes de bain, créant des pièces uniques au plus proche de nos repères familiers, à l'équilibre d'une mode sophistiquée qui prend racine dans les références collectives de la vie domestique. Elle parle des vieux rituels de la France rurale, comme le cérémonial désormais interdit de l'ortolan, un petit oiseau qu'on mangeait caché derrière une serviette. Ou les fruits que l'on écrasait pieds nus dans une cuve pour en faire des nectars. Et quelque part en chemin, elle réconcilie la mode avec la nature et la simplicité d'une vie qu'elle a longtemps snobée et qui n'a rien à envier aux strass et aux paillettes des tapis rouges. Et c'est peut-être là, au plus proche de la terre et des autres, dans des vêtements qui parlent de nos histoires,
qu'on peut réellement faire communauté et s'épanouir durablement. Plus uniquement réservé aux enseignes des magasins, le néon s'exprime désormais aussi en version ultramoderne dans les mains d'Alexis. Suite à un voyage où j'étais au Canada, j'ai vu des néons sur l'architecture d'un glacier et donc il y avait des lumières comme ça qui prolongeaient l'architecture, du moins qui longeaient l'architecture, donc ça faisait des courbes. Et je trouvais ça assez beau parce que c'était une lumière qui vraiment imprégnait le lieu. Plongé dans cette ambiance lumineuse des néons, Alexis d'Andréis se découvre un attrait pour ses tubes fluorescents. Et c'est à Paris qu'il se forme dans le dernier CAP de France à proposer la mention souffleur de verre, option enseigne lumineuse. Faire du néon aujourd'hui, c'est travailler dans une niche où on peut dire que je suis un des jeunes néonistes et un peu un des néonistes récents, parce que c'est vrai que c'est un secteur plutôt vieillissant. La différence, c'est que c'est plus trop dans le champ de l'enseigne. Ça l'est toujours. Il y aura toujours des bars, des restos, des opticiens, qui ont besoin de néon, tu vois, mais il y a aussi beaucoup d'artistes, de plasticiens, des décors, beaucoup. Par contre, des petites pièces plus chiadées qui demandent un travail peut-être plus minutieux, etc. Aujourd'hui, c'est quand même très décoratif. Et Alexis se sert de ses études aux arts décoratifs pour pousser son imagination. Volume, nombreuses courbes, supports peints, ses créations n'ont pas de limite. Donc là, je viens de dessiner le néon que je vais faire. Donc pour ça, la tablette, c'est pas mal parce que ça me permet vraiment de le dessiner à la main. Et comme ça, je check directement toutes les proportions du tube. Et la tablette laisse place au dessin en taille réelle. À partir de là, Alexis va suivre exactement le tracé du futur néon. Je vais quantifier le verre pour déterminer le nombre d'éléments et comment se compose mon néon. Parce que ça a une répercussion électrique. Donc j'essaie d'équilibrer en termes de longueur mes éléments et aussi après en termes d'esthétique. Je ne vais pas couper en plein milieu la canne pour repartir. Voilà. Une fois toutes les mesures prises, c'est le moment de faire chauffer la canne de verre. Un habile jeu d'aller-retour entre le chalumeau et le dessin s'installe alors. C'est un savoir-faire qui te demande beaucoup de concentrer, ça demande de la dextérité, ça demande de l'analyse. C'est un médium qui est vraiment difficile. Il y a du feu, feu donc chaleur, tu peux te brûler, tu peux te couper. Et après, il y a un tempo, tu vois, donc il faut souffler au bon moment, faut tout ça. C'est vrai que c'est un peu technique, mais une fois que tu as un peu évacué toutes ces questions-là, tu vois, que tu commences à maîtriser, j'avoue que c'est très plaisant à travailler. Si concentration et habileté sont les maîtres mots pour le néoniste, il est aussi essentiel de bien s'équiper de divers outils. Quand je bosse, en fait, il y a plusieurs choses. La matière première, c'est le verre, c'est les cannes, il y a différents diamètres. Et évidemment, ça a un impact dans ma façon de travailler parce que je vais souffler différemment. Après, pour travailler, forcément, j'ai mes lunettes qui me permettent vraiment de voir à travers la flamme. Toujours un briquet, toujours un crayon. J'ai des cales comme ça un peu lourdes pour bloquer mon verre. Mon tuyau pour souffler. Donc d'un côté, tu vois, je vais mettre ça d'un côté de la canne et ça directement là, un bec pour souffler. Donc ça va de pair avec plein de bouchons qui ont plein de diamètres différents selon la canne. Loin des techniques traditionnelles de souffleur de verre, Alexis, lui, crée des ouvertures. Ces petites bulles de verre très fines lui permettent de souder les éléments entre eux. Une fois assemblés, il ne reste plus qu'à injecter du gaz dans le tube. On mettra soit du néon, soit de l'argon. Et ça va déterminer aussi la couleur. Pour avoir les teintes, alors soit tu mets du néon et c'est rouge, et c'est ce que tu vois, c'est le faisceau lumineux, soit tu crées des ultraviolets avec le gaz argon dans une canne qui est poudrée à l'intérieur. Au moment où tu vas faire passer l'électricité avec le gaz à l'intérieur, ça va créer des UV et ça va révéler le pigment phosphorescent. Donc ta canne, elle devient bleue, par exemple. Et c'est allumé que la magie de la couleur opère. Là, petit à petit, va prendre sa teinte finale. Ce que j'aime vraiment, c'est que ça fait appel à plein de choses. C'est à la fois du dessin, à la fois de la lumière, c'est à la fois un objet. C'est un médium qui est quand même compliqué à utiliser et qui a quand même pas mal de limites. Donc, ça veut dire que pour produire quelque chose d'un peu nouveau, ça te demande de la recherche quand même. Si depuis 3 ans, Alexis maîtrise les moindres gestes pour parfaire le verre, il est toujours en quête d'idées lumineuses pour ses futurs néons.
Ce numéro spécial design de version française est déjà terminé, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!